C'était censé être le plus beau jour de notre vie, ou du moins le sien. La baby shower battait son plein, affiché dans le jardin. J'avais passé des semaines à la transformer. J'avais construit la pergola moi-même, teinté la terrasse, même accroché des guirlandes lumineuses douces et chaleureuses, comme elle les aimait. Je pensais que c'était ma façon de lui montrer combien je tenais à elle, combien j'étais investi dans la vie que nous construisions ensemble. J'avais commandé un traiteur chez son traiteur préféré et veillé à ce que chaque détail soit parfait. J'avais passé des heures à composer la playlist, remplie de chansons qui avaient marqué notre parcours, de notre première danse à notre lune de miel. L'odeur des brochettes grillées flottait dans l'air, se mêlant à la douceur acidulée de la limonade. Chaque détail ressemblait à une lettre d'amour écrite avec du fil de fer et des efforts, mais je n'étais qu'un bruit de fond. Elle était si radieuse, debout là, encadrée par les guirlandes lumineuses. Sa robe blanche serrait son ventre rond comme une étreinte. Je me souviens avoir pensé à sa beauté, à la chance que j'avais qu'elle porte notre enfant. J'étais l'homme qui avait construit le berceau, peint la chambre d'enfant dans de doux tons verts, assemblé la poussette à 2 heures du matin parce qu'elle avait changé d'avis sur la couleur. J'étais l'homme qui faisait des heures supplémentaires pour que chaque facture soit payée, chaque envie satisfaite, chaque larme apaisée. Mais alors qu'elle se levait pour porter son toast, son sourire se tourna vers quelqu'un d'autre. Je le voyais dans l'angle de son corps, dans la lueur de ses yeux qui brillaient lorsqu'il se posait sur lui. Bryce, le meilleur ami, l'homme qui avait toujours été là, toujours prêt à aider, toujours trop impatient pour s'attarder. Ma poitrine se serra, mais je me forçai à sourire. Elle me remercierait sûrement. Elle saluerait sûrement l'homme qui s'était plié en 4 pour rendre cette journée, cette vie possible. Je la regardais lever son verre, les lèvres entr'ouvertes avec cette habitude. Cette façon qu'elle avait toujours de répéter son texte à la perfection. Celui-ci, dit-elle d'une voix chaude et mielleuse, est l'homme que j'aurais aimé épouser. Le seul vrai père que mon fils connaîtra jamais. Elle ne me regarda pas. Son regard ne trouva jamais le mien. Elle soutint Bryce, qui s'agita sur son siège, mais ne détourna pas le regard. Les invités se turent. Mes oreilles bourdonnèrent. J'ai d'abord cru que c'était le vent, une rafale qui avait emporté ses paroles avant qu'elles ne touchent. Mais personne ne bougea. Personne ne me regarda. Personne ne l'arrêta. Je restai planté là, la main figée autour d'un gobelet en plastique de limonade bon marché qui prit soudain un goût de bile. Ma bouche s'assécha, mais je ne pouvais parler. J'étais un fantôme à ma propre fête. Les décorations se brouillèrent, les rires de quelques instants plus tôt s'évaporèrent comme de la fumée. J'essayais d'attirer son regard, de trouver un signe qu'elle avait inventé pour plaisanter, un lapsus, une tentative d'humour mal avisé, mais son sourire était ferme, sa posture provocante. Bryce se déplaça, mal à l'aise, son regard se posa sur moi un instant avant de retomber sur ses genoux. Même lui ne pouvait soutenir mon regard. J'attendais que quelqu'un, n'importe qui, se lève, dise quelque chose, lui rappelle que j'étais l'homme qui avait construit cette vie avec elle, que j'étais l'homme qu'elle avait choisi. Mais le silence s'éternisa. J'entendis une chaise racler sur la terrasse. Le bruit perça le brouillard dans ma tête. Un rire léger venant de quelqu'un au fond. Un murmure de conversation dénué de toute compassion, sans aucune reconnaissance pour l'homme qui avait passé des nuits blanches à s'inquiéter des factures d'hôpital, des sièges auto et des échantillons de peinture. Mon pouls bourdonnait dans mes oreilles. J'avais l'impression que mes jambes étaient taillées dans la pierre. La limonade tremblait dans ma main. Je repensais aux heures passées ici à construire, à planifier, à l'aimer. Les nuits où je lui frottais le dos, lui murmurais des mots rassurants, déposais des baisers sur son front quand le monde me semblait trop lourd. Les disputes que j'avais laissées de côté, les humiliations que j'avais digérées parce que je pensais que c'était le propre d'un bon mari. Je pensais à l'enfant qu'elle portait, celui que j'avais tant hâte de rencontrer, mon fils, mon héritier, celui que j'imaginais déjà emmenant à la pêche, apprenant à faire du vélo, montrant comment nouer une cravate. Et à cet instant, son verre levé à un autre homme, je réalisais que j'étais un substitut, un portefeuille, un nom sur une hypothèque, un homme qui se tenait là par hasard alors qu'elle avait besoin d'une tribune. Je reposais lentement mon verre, sentant la sueur couler dans ma paume. Je la regardais une dernière fois, mémorisant la façon dont les guirlandes lumineuses dansaient dans ses cheveux, la façon dont ses lèvres s'incurvaient autour d'un sourire qui ne m'était pas destiné. Je me retournai et m'éloignai, chaque pas plus lourd que le précédent. Personne ne m'appela. Personne ne me demanda où j'allais. J'aurais pu m'élancer du bout du monde sans que personne ne le remarque. L'air nocturne me frappa comme une claque, frais et humide,
charriant les rires et la musique qui bourdonnaient encore derrière moi. Mes pieds trouvèrent le chemin à travers la cour, celui que j'avais posé pierre par pierre. Chaque pierre soigneusement disposée pour son confort. L'ironie de la situation me fit presque rire. J'avais construit la route qu'elle empruntait. J'atteignis le portail, mes doigts tremblants lorsqu'ils l'ouvrirent. Je ne regardais pas en arrière. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas besoin de voir la vie que j'avais construite s'effondrer en temps réel. Je n'avais pas besoin de la voir lever à nouveau son verre et trinquer à un avenir qui ne m'incluait plus. La nuit m'engloutit tout entier. Je descendis la rue, la tête résonnant à chaque écho de ses paroles. L'homme qu'elle aurait aimé épouser, le seul vrai père que son fils connaîtrait jamais. Et je réalisai alors que le plus beau jour de sa vie n'avait rien à voir avec moi. J'avais été le décorateur, le machiniste, celui qui nettoyait après la représentation. Mais la star de la pièce avait toujours été Bryce. Et maintenant, tandis que les lampadaires s'estompaient et que le vent froid me mordait la peau, je savais que je quittais une vie qui n'avait jamais été la mienne. Ce qui allait suivre, personne ne l'avait vu venir, pas même moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Je suis monté m'asseoir dans la chambre d'enfant silencieuse que j'avais construite de mes propres mains. L'odeur de peinture fraîche flottait dans l'air comme un souvenir tenace, un rappel des innombrables soirées passées, penché sur un pot de verre pastel, le pinceau à la main, le front dégoulinant de sueur. J'avais tracé chaque ligne, poncé chaque bord, veillé à ce que chaque angle soit parfait, chaque planche à moi, chaque vis et chaque clou, enfoncé avec un soin qui ressemblait à de l'amour. Je l'avais fait pour notre fils, celui qui était censé nous rapprocher. Mais plus rien n'avait d'importance. Je suis resté un instant sur le pas de la porte, laissant mon regard errer sur les petits détails que personne d'autre ne remarquerait. Le mobile au-dessus du berceau, avec ses étoiles en bois peintes du même bleu que l'océan au lever du soleil. La bibliothèque avec ses livres soigneusement sélectionnés, tous classés par ordre alphabétique et par tranche d'âge. Le fauteuil à bascule moelleux que j'avais pris 2 heures de route pour aller chercher, car Célène m'avait dit combien elle le désirait. Tout cela ressemblait à un sanctuaire dédié à une vie que je croyais construire ensemble. Mais j'étais l'homme qu'elle tolérait, non qu'elle célébrait. J'étais assis dans ce fauteuil, me balançant lentement. Le ruisseau du bois, une berceuse qui me rappelait les nuits où je rêvais de lire des histoires avant de dormir, d'apprendre à notre enfant à compter les étoiles, de lui faire un dernier câlin avant d'allumer la veilleuse. Je pensais à toutes les fois où elle était rentrée tard de dîner entre amis ou de réunions professionnelles, les cheveux embaumés par le vin et le rire. J'avais toujours été patient, compréhensif. Je me disais que c'était ça l'amour. Le compromis, la confiance, une fois aveuglant la personne qu'on avait promis d'être à ses côtés. Mais ce soir-là, ces mots à la baby shower résonnaient dans ma tête comme un disque rayé. L'homme que j'aurais aimé épouser, le seul vrai père que mon fils connaîtrait jamais. Et chaque fois que je les entendais, les morceaux de moi qui avaient maintenu ce mariage ensemble se brisaient un peu plus. Je me suis adossé et j'ai laissé mes yeux se fermer, les rocking chairs se balançant doucement. Mon esprit aéré dans les années que nous avions passées ensemble. Je me suis souvenu du jour de notre mariage, de son allure dans cette robe ivoire, de la promesse dans ses yeux qui semblait être une éternité. Je me suis souvenu de la première fois où elle m'avait appelé du travail en pleurant, et où j'avais traversé la ville avec des plats à emporter et des fleurs juste pour la faire sourire. Je me suis souvenu du soir où elle m'a annoncé sa grossesse. Comment je me suis agenouillé dans le salon, les larmes aux yeux, car je ne m'étais jamais sentie aussi chanceuse. Je me suis souvenu de toutes les excuses que j'avais murmurées dans l'obscurité. Chaque fois où je lui avais pardonné parce que je croyais en la version d'elle qui avait dit « oui ». Mais maintenant, dans le calme de cette chambre d'enfant, je réalisais qu'elle ne me voulait pas. Elle voulait quelqu'un d'autre. Elle voulait un homme qui ne soit pas moi, qui serait toujours plus cher à son cœur que je ne le pourrais jamais. J'exhalais lentement, la poitrine lourde. J'en avais assez d'être l'homme qui se plie en deux juste pour son confort. J'en avais assez d'être le mari qui repeignait les murs pour en cacher les fissures. J'en avais assez d'être celui qui pourvoyait à tout, sauf à la seule chose qu'elle ne voulait clairement pas, mon amour. Cette nuit-là, je ne fermais pas les yeux. Je m'assis dans ce rocking chair, celui-là même où j'avais imaginé tenir mon fils, et je rédigeais une enveloppe à la place, quelque chose de définitif, un adieu qu'elle ne verrait jamais venir, une ligne tracée à l'encre qui ne pourrait s'effacer. Je tendis la main vers le petit bureau que j'avais placé dans un coin de la chambre d'enfant, un endroit où j'avais prévu de documenter chaque étape importante, chaque rire, chaque première avec une fierté qui me semblait infinie.
J'ouvris le tiroir du haut et trouvai le papier à lettres épais couleur crème que j'avais acheté pour les faire-part de naissance. C'était poétique, d'une certaine manière, de l'utiliser pour autre chose. Une renaissance de moi-même, peut-être. J'ai pris un stylo et j'ai écrit d'une main plus assurée que prévu. Pas de lignes tremblantes, pas d'hésitation, juste la vérité froide et inébranlable. Céline, tu ne posséderas plus jamais mon silence. Tu ne prendras plus jamais ma gentillesse pour de la faiblesse. Tu ne me verras plus jamais comme l'homme que je suis. J'ai marqué une pause, laissé sécher l'encre, puis j'ai plié la lettre et l'ai mise dans l'enveloppe. Je l'ai scellée avec une finalité qui ressemblait à un soupir de soulagement. Je ne voulais pas de confrontation. Je ne voulais pas de disputes enflammées ni de larmes inutiles. Je voulais la paix. Je voulais ma maison, mon sanctuaire, libéré du poison qu'elle avait laissé entrer. Je voulais récupérer les morceaux de moi que j'avais donnés trop facilement. J'ai glissé l'enveloppe dans ma poche et je suis redescendu. La maison était silencieuse maintenant, la fête terminée, les rires disparus. Il ne restait que les faibles échos d'une célébration qui n'avait été que le théâtre de sa trahison. J'entrai dans le salon et m'assis au bord du canapé, les yeux fixés sur les verres vides et les serviettes froissées éparpillées comme des confettis. Je laissai mes doigts effleurer la table basse que j'avais construite, celle qu'elle avait louée 1 million de fois, mais sans jamais vraiment la voir. Elle me semblait tout le reste, à moi, mais inaperçue. La nuit s'installait, longue et sombre, s'étendant sur les fenêtres comme une promesse de changement. J'écoutais l'horloge murale tic-tac jusqu'à minuit. Chaque seconde me rappelait que demain viendrait. Prête ou non, j'en avais assez d'attendre que quelqu'un me choisisse. Je m'étais choisi, et cela devrait suffire. Le clair de lune se répandait sur le sol, illuminant les bords de l'enveloppe que je tenais dans ma main. Elle brillait comme un secret attendant d'être révélé. Je savais que cela ne réglerait pas tout, mais c'était un début. Une déclaration que j'étais plus qu'un simple témoin, plus qu'un témoin silencieux de ses choix. J'étais l'homme qui avait construit la chambre d'enfant. L'homme qui veillait tard quand elle avait besoin d'être écoutée. L'homme qui croyait en un avenir qui n'était jamais vraiment le nôtre. Et maintenant, j'étais l'homme qui avait enfin dit « assez ». Je me suis levé et j'ai porté l'enveloppe jusqu'au comptoir de la cuisine, la posant à côté des fleurs qui commençaient à faner dans leur vase. Les cadeaux de naissance, des petits flacons de lotion parfumée à la lavande, restaient fermés, leurs rubans déjà démêlés. J'en ai redressé un par habitude, puis je me suis arrêté. Je n'étais plus là pour arranger les choses. J'étais là pour lâcher prise. J'ai éteint les lumières, laissant la maison dans l'obscurité. La chambre d'enfant à l'étage attendait comme un fantôme, mais elle était à moi maintenant. Et dans cette obscurité, j'ai ressenti un soulagement que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un silence qui n'était pas le sien, mais le mien. Un silence que j'avais choisi. Le lendemain matin est venu, avec le lourd silence des décisions prises. Une fine couche de rosée s'accrochait à l'herbe, scintillant dans la pénombre de l'aube comme des larmes éparses. Debout au comptoir de la cuisine, l'enveloppe à la main était comme une arme chargée. Je repensais aux mots que j'avais écrits, ceux qui brûlaient encore comme une marque sur mon cœur. Tu ne posséderas plus jamais mon silence. Cette phrase me semblait plus vraie que tous les vœux prononcés à l'autel. Je posai l'enveloppe, ses bords crème contrastant avec le bois poli. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était plutôt de l'impatience, comme l'instant qui précède le contact d'une allumette avec le papier. J'entendis ses pas dans l'escalier. Elle se déplaçait avec ce rythme familier, comme si elle avait toujours répété chaque pas, déterminée, comme si elle chorégraphiait un moment. Elle descendit en fredonnant un air pop que je ne pouvais nommer, mais que je reconnaissais à la radio. Elle ne me jeta même pas un regard en se dirigeant vers le réfrigérateur, ses cheveux attachés en une queue de cheval lâche qui révélait la délicate pente de son cou. J'adorais ce cou. Je l'avais embrassé 1000 fois. Maintenant, j'avais l'impression qu'il était le dos d'une inconnue. Elle ouvrit le réfrigérateur, cherchant du jus d'orange, comme si la nuit précédente avait été n'importe quelle autre. Comme si ces mots, si tranchants, si définitifs, ne m'avaient pas transpercé la poitrine. Elle referma la porte du réfrigérateur et se retourna. Son regard se posa sur l'enveloppe. Son sourire s'évanouit, le bourdonnement s'éteignant dans sa gorge. Elle la prit d'un doigt prudent, comme si elle craignait qu'elle ne la morde. Elle l'ouvrit lentement, son regard parcourant le papier. Je la regardais lire la lettre jointe à l'acte de propriété. J'avais passé des mois à la préparer, chaque signature, chaque ligne, chaque détail.
J'avais discrètement effacé son nom quand les choses avaient commencé à changer. À l'époque où son téléphone s'allumait de messages de Bryce à toute heure, où elle se retournait dans son lit en disant « c'est juste le boulot ». J'avais été plus persuadé à l'époque, mais j'étais resté silencieux. Je me disais qu'il était plus facile de lui faire confiance que d'affronter la vérité. Maintenant, je la voyais la frapper comme une gifle. Son visage s'était affaissé, le rouge lui quittant les joues lorsqu'elle réalisait ce qu'elle tenait. Je restais là, les bras croisés, immobile. Je ne bronchais pas. Elle leva les yeux vers moi, les yeux écarquillés par quelque chose qui ressemblait à de la peur, ou peut-être de l'incrédulité. Ses lèvres s'ouvrirent comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Ce silence en disait plus long que n'importe quelle explosion. Elle s'attendait à ce que je craque. Elle s'attendait à une bagarre, peut-être même à des larmes, mais pas à ça. Pas à des lignes froides et dures sur un bout de papier lui annonçant qu'elle avait 30 jours pour partir. Tu as 30 jours, j'avais écrit pour des mots, pour des balles, pour des barreaux de fer sur la prison qu'elle avait construite pour moi. Ses doigts tremblaient en tenant la lettre, les pages se froissant sous la pression. Elle me regardait comme si elle voyait un fantôme. Peut-être. Je me sentais comme un fantôme, un homme qui avait tout donné et qui n'avait plus rien à donner. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Je me demandais si elle avait passé tellement de temps à répéter son rôle dans cette histoire qu'elle en avait oublié l'improvisation. Le silence s'étendait entre nous comme un gouffre, large et froid. Je pouvais presque entendre l'écho de chaque fois où elle m'avait dit qu'elle m'aimait. Chaque mensonge qui gisait désormais mort sur le sol entre nous. Je repensais à toutes les nuits où j'avais attendu son retour. À la façon dont je m'étais convaincu que l'odeur d'eau de Cologne sur ses vêtements n'était qu'une erreur, un câlin d'ami, un accident. Je repensais aux fois où j'avais vu son téléphone s'allumer avec le nom de Bryce, et à la façon dont elle souriait toujours à l'écran comme si c'était son fils. Je la croyais quand elle disait que c'était juste un ami. J'avais ravalé chaque pilule amère, pensant que c'était ce qu'exigeait l'amour. Mais maintenant, je le voyais clairement. J'étais l'homme dont elle s'était contentée. Celui qui payait les factures, qui construisait le berceau, qui veillait à ce que la chambre sente la peinture fraîche. Bryce était l'homme qu'elle voulait. L'homme qu'elle avait porté à la baby shower. Celui qu'elle disait devoir être son mari. Le seul vrai père que son fils connaîtrait jamais. Je me demandais si elle avait répété cette phrase devant le miroir. Si elle l'avait répétée pour lui. Elle plia la lettre lentement, sans jamais me quitter des yeux. Elle la reposa sur le comptoir comme une bombe. Elle ne voulait pas exploser. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Mais tu ne peux pas être sérieux, dit-elle d'une voix. »« Je le suis, répondis-je. » Ma voix ne vacilla pas. Elle était d'acier. Elle me prit le bras, mais je reculai. Je n'avais pas besoin de son contact pour me rappeler les années que j'avais gâchées. Je n'avais pas besoin de ses larmes, si jamais elles venaient, pour me faire douter à nouveau de moi-même. Je lui avais tout donné. Je m'étais reconstruit autour d'elle tant de fois que j'avais oublié à quoi ressemblait ma propre silhouette. Mais maintenant, j'en avais assez d'être l'homme qui se plie. J'en avais assez d'être l'homme qui s'excusait de l'aimer plus qu'elle ne le méritait. Sa bouche s'ouvrit de nouveau, mais rien ne sortit. Ce silence, si brutal, si total, était la preuve ultime qu'elle ne m'avait jamais vu. Je n'ai jamais compris ce que j'avais construit pour elle. Je n'ai jamais apprécié l'homme qui avait mis son âme dans chaque planche de cette maison, chaque douleur dans cette chambre d'enfant. Elle s'attendait à ce que je me batte, que je supplie, que je m'effondre. Mais je n'étais plus cet homme. J'étais l'homme qui avait écrit la lettre. J'étais l'homme qui avait effacé son nom de l'acte de propriété. J'étais l'homme qui avait trouvé sa voie. Elle laissa la lettre sur le comptoir, sa main s'attardant un instant dessus, comme si elle espérait que les mots changeraient, mais ils ne le firent pas. Ils ne le feraient jamais. Je la regardais se retourner et s'éloigner, ses pas plus lents que dans l'escalier ce matin-là. Elle ne se retourna pas. Je ne l'appelai pas. Le silence qui suivit fut lourd, mais il semblait pur, comme une blessure qui respirait enfin. Je laissai échapper un soupir que je n'avais pas réalisé avoir retenu. Je pris l'enveloppe, passant mon pouce sur le pli qu'elle avait fait en pliant le papier. C'était comme une cicatrice, un rappel de ce que nous avions été et de ce que nous ne serions plus jamais. Je l'ai reposé sur le comptoir, à côté des fleurs fanées de la baby shower. Les pétales avaient commencé à se recourber, leur couleur vive s'estompant, leur parfum s'estompant. Je me demandais si elle le remarquerait. Je me demandais si elle s'en soucierait.
Le soleil était pleinement levé, sa lumière se répandant sur le sol de la cuisine comme une promesse. Je l'ai laissé réchauffer mon visage. Je me sentais plus forte que jamais. J'avais repris ce qui m'appartenait, ma maison, mon nom, ma voix. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. L'homme qu'elle pensait toujours là, toujours indulgent, toujours prêt à répondre à ses besoins, il était parti. À sa place se trouvait un homme qui s'était choisi lui-même. Un homme qui avait écrit sa propre fin. Un homme qui avait dit « assez ». Pendant des années, j'avais tout donné à Solène. Argent, temps, silence. Chaque fois qu'elle demandait de l'espace, je le lui accordais. Chaque fois qu'elle en demandait plus, je trouvais le moyen de subvenir à ses besoins. Je m'étais convaincu que l'amour impliquait de sacrifier mes propres besoins. Qu'être un bon mari impliquait de faire passer son bonheur avant le mien. Je me disais que si je l'aimais suffisamment, elle finirait par me voir. Mais toutes ces années me semblaient désormais un mensonge, se dénouant fil par fil tandis que j'étais assis dans mon bureau, l'endroit où j'avais fait mon refuge bien avant de savoir que j'en aurais besoin. La pièce était tapissée de vieux documents fiscaux, de factures, de photos de nous et de moments plus heureux. J'en ai regardé une photo de notre lune de miel, son sourire si large, ses cheveux au vent, et je me suis demandé qui était cette femme et si je l'avais vraiment connue. Je parcourais de vieux textos sur mon téléphone, à la recherche d'un indice que j'avais manqué. Chaque message de Bryce s'allumait comme un signal d'alarme que j'avais choisi d'ignorer. Merci pour hier soir. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Tu m'as sauvé la vie. La prochaine fois, les verres sont offerts. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Toujours. Ce mot me piquait comme une guêpe. Je croyais que leur amitié était inoffensive, que le problème était ma jalousie. Je me disais que j'étais anxieux, déraisonnable, qu'elle ne me ferait jamais ça. Elle avait toujours dit que j'étais son roc, son refuge. Mais en vérité, elle avait construit un pont juste au-dessus de moi, et Bryce l'avait traversé. Je me souvenais de tous les soirs où elle rentrait tard, les cheveux empreints d'une eau de Cologne qui n'était pas la mienne. Je n'avais jamais rien dit, jamais rien accusé. Je souriais simplement, lui demandais comment s'était passée sa soirée et faisais comme si le serrement dans ma poitrine n'était que de la fatigue. Je croyais ses excuses à propos des dîners de travail, comme quoi il n'était qu'un ami. Je la croyais parce que j'en avais envie. Parce que la croire était plus facile que d'admettre que je vivais dans la chambre d'écho d'un mariage construit sur des demi-vérités. Maintenant, assis dans mon bureau, la lumière de mon écran projetant des ombres pâles sur les murs, j'avais l'impression de me réveiller enfin. J'ouvris le dossier que j'avais eu trop peur d'ouvrir auparavant, un dossier intitulé « Ticket de caisse ». Chaque fois qu'elle avait annulé des plans à la dernière minute. Chaque fois que le nom de Bryce était apparu sur nos relevés de cartes de crédit dans des restaurants où je n'avais jamais été invité. Chaque fois qu'elle était rentrée avec ce parfum que je ne lui avais jamais offert. Je notais tout cela. Non pas par désir de la détruire, mais parce que j'avais besoin de preuves que je n'étais pas fou, car au fond de moi, je le savais depuis le début. Mes doigts planaient sur le clavier tandis que je lisais un email qu'elle lui avait envoyé. Merci de me comprendre mieux que quiconque. J'eus l'impression qu'un couteau me tordait les côtes. J'essayais de me souvenir de la dernière fois qu'elle m'avait remercié. Quand était-ce qu'elle m'avait regardé pour la dernière fois comme si j'étais son partenaire, son égal? C'était comme un souvenir lointain, comme une scène de la vie de quelqu'un d'autre. Je me demandais si elle avait déjà ressenti ça pour moi, ou si j'avais juste été l'homme qui lui facilitait la vie, celui qui payait les factures et réparait les robinets qui fuyaient, celui qui ne posait pas trop de questions. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux. Le poids de tout cela pesait sur moi comme une pierre. J'ai repensé au jour où elle avait rencontré Bryce, comment elle me l'avait présenté avec ce sourire éclatant et ce rire qui semblait répéter. « Voici Bryce », avait-elle dit, la main posée sur son bras comme si elle y était à sa place. Il est comme un membre de la famille. Comme un membre de la famille. J'aurais dû m'en douter, mais j'ai laissé tomber. J'ai laissé couler, comme toujours. Parce que je lui faisais confiance. Parce que je lui avais promis de l'aimer pour le meilleur et pour le pire. Je n'aurais jamais imaginé que le pire serait comme ça. Mon téléphone a vibré, un message d'une vieille amie me demandant si j'allais bien. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai répondu « Oui, je vais bien ». Mentir semblait plus facile que d'expliquer la vérité. Comment dire à quelqu'un qu'on vit dans le mensonge?
Que la femme avec qui on pensait vieillir nous avait effacé de son histoire bien avant que l'on réalise qu'on n'était plus un héros? J'ai pensé répondre avec la vérité, avec toute la vérité confuse et humiliante, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. C'était trop cru, trop réel. Au lieu de cela, j'ai laissé le message là, non lu, monument au silence que j'avais accepté si longtemps. J'ai ouvert le classeur à côté de mon bureau et j'ai sorti le vieil album de mariage. La couverture était usée, les coins effilochés. De trop de déménagements, de trop de nuits où je l'avais cherché dans le noir pour me rappeler pourquoi j'étais encore là. Je feuilletais les pages lentement, les images se brouillant tandis que les larmes menaçaient de couler. Je revoyais son sourire, la façon dont sa main s'était posée sur ma poitrine, la façon dont elle me regardait comme si j'étais tout pour elle. Je me souvenais des vœux que nous avions écrits ensemble, de la promesse qu'elle avait faite de m'aimer en toute saison, de me soutenir dans chaque tempête. Je me demandais si elle les pensait vraiment, ou s'il s'agissait simplement de mots qu'elle avait appris à prononcer, des mots qu'elle avait répétés devant le miroir comme une actrice apprenant son texte. Je repensais à toutes ces nuits où j'étais restée silencieuse pour préserver la paix. Les fois où j'avais ravalé mes questions par peur des réponses. Les fois où je me disais que l'amour était censé faire mal parfois. Mais l'amour n'était pas censé ressentir ça. Une chambre d'écho sans fin où ma propre voix était absorbée par la sienne. Où mes besoins n'étaient qu'un bruit de fond. Où mes rêves passaient toujours après les siens. J'ai fermé. J'ai retiré l'album et je l'ai remis dans le tiroir. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, contemplant le jardin que j'avais construit de mes propres mains. La clôture que j'avais réparée, les parterres de fleurs que j'avais plantés, la balançoire que j'avais commencé à construire quand elle m'avait annoncé sa grossesse, avant même que je sache que l'idée même de paternité me serait volée. Le soleil se couchait, la lumière passant de l'or au gris. J'ai appuyé mon front contre la vitre et laissé la fraîcheur m'envahir. C'était comme un retour aux sources, comme un moment pour respirer. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'attendre son retour. Je n'avais pas l'impression d'avoir besoin d'elle pour compléter le tableau. Je me suis retourné vers la pièce, mon bureau, mon sanctuaire. J'ai vu les dossiers sur mon bureau, les reçus, les messages qui racontaient l'histoire que j'avais été trop aveugle pour voir. Et à cet instant, j'ai réalisé que je m'étais préparé pour ce jour depuis le début. Chaque fois, elle l'avait appelé à ma place. Chaque fois, elle l'avait défendu, mais jamais moi. Chaque fois qu'elle me laissait croire que j'étais suffisant, elle trinquait à la santé d'un autre homme. C'était un entraînement jusqu'au moment où j'ai enfin dit « assez ». J'ai pris mon téléphone et supprimé son contact. Je n'avais plus besoin de voir son nom s'afficher sur mon écran. Je n'avais plus besoin de voir ses excuses. J'avais besoin de silence. J'avais besoin d'espace pour me reconstruire des cendres de l'homme que j'avais été. L'homme qui avait tout donné, qui avait sacrifié sa voix pour la sienne. L'homme qui avait été la musique de fond de son événement principal. Et alors que je me tenais seul dans mon bureau, j'ai senti quelque chose changer en moi. Un poids se soulevait, un chapitre se clôt. La chambre d'écho du mariage avait disparu. Et à sa place, il n'y avait que ma propre voix, ferme et assurée. L'homme que j'étais censé être. Elle a fait ses bagages lentement, pensivement. Chaque vêtement plié avec une précision qui donnait l'impression qu'elle temporisait ou peut-être savourait, comme si elle attendait que je change d'avis, que je me précipite pour la supplier de rester. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là. La porte de la chambre, ma chambre maintenant, et je l'observais avec le détachement d'un homme à court de larmes. La valise était à moitié pleine. Ses robes préférées étaient soigneusement posées les unes sur les autres comme des fleurs séchées, délicates et fragiles. Une vie que j'avais tant essayé de préserver. Son parfum flottait encore dans la pièce. Ce doux parfum floral qui me rendait faible dans la nasse. Maintenant, il me donnait juste envie d'ouvrir les fenêtres et de laisser le vent balayer le passé. Elle se déplaçait avec la grâce experte de quelqu'un qui savait qu'elle finirait par obtenir ce qu'elle voulait. Quelqu'un qui s'était habitué à mon pardon. Mais je n'étais plus cet homme. L'homme qui se tenait là maintenant en avait assez de lui donner des chances qu'elle n'avait jamais méritées. L'homme qui l'avait regardé porter un toast à un autre homme lors d'une fête censée célébrer notre enfant. L'homme qui l'avait rayé de sa vie en 4 mots. Tu as 30 jours. Je l'ai laissé faire ses valises. La laisser croire que tout se déroulait à son rythme. En vérité, j'avais déjà commencé à reconquérir chaque pièce bien avant qu'elle n'y remette les pieds. Cette maison.
J'avais passé des heures à effacer son nom des comptes, à signer des formulaires et à passer des appels, à récupérer chaque parcelle de cette vie dont elle m'avait fait douter. La maison était toujours à mon nom. Les comptes étaient toujours à mon nom. Les photos qui ornaient les murs avaient disparu, remplacées par des espaces vides qui semblaient plus propres. Chaque réparation, chaque robinet qui fuyait réparé, chaque charnière qui grinçait réduite au silence, me semblait une déclaration. Je vis ici. C'est à moi maintenant. Je repensais à la nuit où elle était restée à la baby shower, les yeux brillants d'admiration pour Bryce, comme s'il avait été le héros depuis le début. Je repensais à la façon dont personne ne l'avait arrêté, à la façon dont sa famille avait applaudi et trinqué comme si c'était une blague à mes dépens. J'avais rejoué ce moment 1000 fois. La trahison gravée dans mes os. Mais chaque fois que je m'en souvenais, je ressentais moins de colère et plus de lucidité. J'avais été l'homme qui avait construit ses rêves, mais j'étais aussi celui qui pouvait les détruire. Non par vengeance, mais par amour-propre. Je ne lui devais pas la maison que j'avais construite. Je ne connaissais pas son nom. Elle avait déjà décidé dans quel bras elle voulait se jeter. Je la poussais juste pour la pousser vers la sortie. Des amis ont commencé à m'envoyer des textos pour me demander ce qui s'était passé. Certains étaient allés à la baby shower, avaient vu le toast et le silence qui avait suivi. « Oh mon Dieu, ça va », disait un texto. « Incroyable qu'elle ait dit ça. » Un autre disait « N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Mais je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin d'un communiqué de presse. Je n'avais pas besoin de compassion. J'avais juste besoin de paix. Et chaque fois que la maison craquait la nuit, chaque fois que le vent faisait trembler les fenêtres, je sentais cette paix s'installer comme un ami perdu de vue. Ce soir-là, j'ai préparé un dîner complet pour une personne. J'ai mis la table comme toujours, sauf que cette fois, il n'y avait pas d'assiette en face de la mienne. Pas de verre attendant que son rouge à lèvres entache le bord. J'ai allumé une seule bougie, non pas parce que j'espérais qu'elle reviendrait, mais parce que je méritais cette élégance discrète. J'avais passé tellement de temps à m'inquiéter pour elle, à m'assurer que ses goûts et ses préférences soient respectés, que j'avais oublié comment être seul sans me sentir seul. Mais ce soir-là, avec la bougie vacillante et l'odeur du poulet au romarin qui emplissait la cuisine, je ne me sentais pas seul. Je me sentais libre. Je me suis assis au bout de la table, l'endroit que j'avais évité tant de soirs parce qu'il me semblait trop autoritaire, trop définitif, et j'ai levé un verre d'eau vers le siège vide en face de moi. À l'homme qui était resté, j'ai murmuré. Cela me semblait stupide, mais aussi honnête. J'étais resté malgré les mensonges, les trahisons, la lente érosion de l'amour que je croyais indestructible. J'étais resté parce que je croyais que le mariage était une question de sacrifice. Mais j'apprenais lentement, douloureusement, que certains sacrifices ne sont pas nobles. Certains ne sont que de la trahison de soi déguisée en dévouement. J'ai pris une bouchée de poulet, savourant les herbes, le sel, le craquel de la peau que je brandiais juste à droite. Chaque saveur ressemblait à un triomphe, un simple plaisir nécessaire. J'avais cuisiné pour elle 1000 fois, en vérifiant toujours pour s'assurer qu'elle était assaisonnée comme elle l'aimait, s'excusant toujours quand ce n'était pas le cas. Ce soir, je m'en fichais. Ce soir, j'ai cuisiné pour moi. Le repas était parfait, non pas parce qu'elle aurait approuvé, mais parce que je l'ai finalement fait. Après le dîner, j'ai traversé la maison, vérifiant chaque pièce comme un homme récupérant un royaume qu'il avait laissé s'échapper. La pépinière était toujours là, à moitié finisse, les murs du vert pâle qu'elle avait choisi. J'ai passé mes doigts sur le berceau que j'avais construit, les bords lisses des heures de ponçage. Je ne savais pas si j'aurais jamais un enfant maintenant, mais j'avais construit ce berceau avec mes mains, mon cœur, mon espoir, et cela signifiait quelque chose, même si elle ne l'avait jamais vu. J'ai laissé la porte dans un bocal alors que je déménageais dans le salon. J'ai pris la dernière de nos photos ce soir-là. Un par un, je les ai soulevées des murs, se sentant le poids de chaque instant congelé dans le verre et le bois. La photo de lune de miel, celle du pont à Venise, est descendue en premier. Son sourire trop large, trop pratiqué. Le mien trop petit, comme si je savais déjà que je n'y appartenais pas. La photo de mariage est venue ensuite. Je l'ai étudiée pendant longtemps. Mon pouce retraçant le bord de son voile. La façon dont sa tête reposait sur mon épaule comme un fardeau que je transportais volontiers. J'ai enveloppé chaque cadre soigneusement, mais pas tendrement, les mettant dans une boîte étiquetée pour elle. Ils n'étaient plus pour moi. Ils ne sont jamais vraiment.
J'ai empilé les boîtes dans le couloir par la porte d'entrée. Je ne me suis pas précipité. Chaque mouvement semblait délibéré, un acte de respect de soi. Je n'ai pas jeté des choses, je n'ai pas claqué les portes. Ce n'était pas une vengeance. C'était une remise en état. Ma vie, ma maison, mes règles. Je lui ai déjà donné trop d'espace. Je lui laisse griller un autre homme à ma table chez moi sans conséquence. Maintenant, la conséquence attendait par la porte, soigneusement étiquetée, prête à être collectée. C'était final. C'était bien. Cette nuit-là, alors que l'horloge frappait à minuit, j'ai éteint les lumières et je me suis tenu à la porte du salon, regardant la rue sombre. Le monde se sentait silencieux, exigeant. Je ne ressentais aucune rage, aucun regret, seulement un profond sentiment de soulagement. J'avais passé si longtemps à essayer de réparer des choses qui n'étaient jamais miennes à réparer. Maintenant, finalement, je me suis donné la permission de s'arrêter. Et dans cette pause, ce silence sacré, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un calme qui ne m'appartenait qu'à moi. Pendant des jours plus tard, elle est revenue avec Bryce. L'audace de cela m'a frappé comme une rafale d'air froid, nette et inattendue, mais d'une manière qui ne m'a plus surpris. Elle avait toujours eu une poussée pour le dramatique, et c'était son dernier acte, une démonstration de défi, ou peut-être du désespoir, face à un homme qui ne se penchait plus à sa volonté. Il se tenait sur le porche, encadré dans la porte que j'ai construite, celle que j'avais peinte et ponçante et nivelée, alors elle ayait une belle entrée dans son royaume. Maintenant, c'était comme une pièce dans une pièce qui avait perdu son script. Elle a frappé une fois, puis 2 fois, son rythme hésitant. J'ai ouvert la porte à mi-chemin, mon corps une barricade entre eux et la maison qui était maintenant à moi. Ses yeux ont rencontré les miens, à la recherche de l'homme qui les aurait une fois invités avec un sourire et une promesse que tout pourrait être élaboré. Cet homme était parti, elle s'éclaircit la gorge et faisait signe derrière elle avec une petite vague incertaine de sa main. « Où pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle, sa voix douce comme le vent à travers des feuilles mourantes. Je me penchai contre le cadre de la porte, les bras croisés, laissant l'étirement silencieux. « Parler de quoi ?» j'ai demandé, et même j'ai été surpris par le calme dans ma voix. C'était le genre de calme qui vient après une tempête. Le genre qui ressemble à un cadeau gagné par la souffrance. Ses yeux se sont éloignés de Bryce, qui se déplaça d'un pied à l'autre comme un enfant attrapé quelque part qu'il ne devrait pas l'être. Ses mains ont été poussées dans ses poches. Sa tête en esquiva juste assez pour me faire penser qu'il avait honte, mais pas assez pour s'excuser. Céline prit une respiration, la bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle répétait ses lignes. Elle s'est finalement installée sur l'évidence, hochant la tête vers l'enveloppe qu'elle a serrée dans sa main, celle que je lui avais laissée il y a quelques jours. « Vous ne pouvez pas être sérieux », a-t-elle dit, le journal tremblant entre ses doigts. C'est extrêmement extrême. Je n'ai pas clignoté. Je suis, dis-je, mon ton, même, ma détermination est secouée. 30 jours. Tout est là en noir et blanc. Bryce s'avança alors, sa main à moitié levée comme une offrande de paix. Écoutez, mec, je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a un enfant sur le chemin. Il a essayé de sembler raisonnable, comme s'il était le seul adulte dans la pièce, comme il me faisait une faveur, en train de s'y intervenir. Regarder qui a pu se séparer. Elle avait su avoir été l'ombre de celle debout ici maintenant. Cette version de moi qui ne lui a plus donné le bénéfice du doute, qui ne lui a plus donné des laissez-passer gratuits simplement parce que j'avais cru une fois que son sourire signifiait tout. Elle ouvrit la bouche, mais les mots ne sont pas venus. Peut-être qu'ils étaient coincés dans sa gorge. Peut-être qu'ils n'avaient jamais existé du tout. Je m'en fichais plus. Le silence qui tombait entre nous était plus propre que toute explication qu'elle pouvait offrir. Bryce s'éclaircit la gorge, déplaçant à nouveau son poids, ses doigts se recroquevillant dans les poings à ses côtés. Penser au bébé, a-t-il essayé. La dernière carte à laquelle il a dû jouer. Comme mon amour pour un enfant, elle m'avait fait en question serait suffisant pour me faire plier. J'ai reculé juste assez pour laisser la lumière du couloir me frapper le visage. J'ai dit, et je ferai ce qui est bien. Mais cela ne signifie pas vous laisser prétendre que c'est toujours votre maison. Je me penchai alors, assez proche pour qu'il sente les mois de colère que j'avais enterrés. Vous ne pouvez pas être le héros ici. Tu es l'homme qu'elle a grillé à mon table. Rappelez-vous? Tu voulais ça. Maintenant, vous le possédez. Il n'avait pas de réponse. Sa bouche s'ouvrit,
mais tout ce qui est sorti était un souffle tremblant. Céline tendit la main vers son bras, mais il recula. Son toucher trop lourd à ce moment-là. Peut-être qu'il a réalisé alors qu'elle le traînait dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Ou peut-être qu'il a vu ce que j'ai vu. Une femme qui avait joué trop de jeux pendant trop longtemps avec trop de cœur. J'ai fermé la porte avant qu'elle ne puisse répondre. Le clic sur le verrou se sentait final, comme la dernière période dans une longue et douloureuse histoire. Je me tenais là un instant, ma main reposant sur la porte de la porte, sentant la coupe pas dans mes doigts. Pas par peur, mais par soulagement. J'avais fait ce qui devait être fait. Je les avais affrontés tous les deux, sans faille et je suis reparti avec ma dignité intacte. Je me suis retourné et j'ai marché dans le couloir, chaque pas plus léger que le précédent. La maison se sentait différente maintenant, comme si elle avait expiré un souffle qu'elle tenait depuis trop longtemps. Les murs ne résonnaient plus avec ses rires. Les chambres ne sentaient pas comme son parfum. C'était à nouveau le mien, une maison que je pouvais reconstruire, brique de brique, avec des mains qui ne tremblaient plus à l'idée de la perdre. J'ai dépassé la porte de la pépinière et je me suis arrêté, mes doigts broutant le cadre. J'ai pensé au plan que nous avions fait, aux histoires du coucher, aux premières étapes, à la façon dont nous nous avions promis que nous construisions une vie à nous souvenir. Mais les promesses avaient été les siennes, pas les miennes. Elle les avait fait pour spectacle, pour l'illusion d'une famille qu'elle n'avait jamais l'intention d'honorer. Je les croyais parce que je le voulais. Parce que j'avais pensé que l'amour signifiait ne jamais remettre en question la personne avec laquelle vous avez choisi de passer votre vie. Mais l'amour n'était pas censé blesser comme ça. L'amour n'était pas censé se sentir comme un nœud coulant autour de votre cou. Je me suis détourné de la pépinière et je suis retourné au salon. Les boîtes étaient toujours là en attendant par la porte. Ces choses, ces souvenirs, ces mensonges. Je n'en avais plus besoin. Elles pourraient venir les chercher ou je les ai déposées sur le trottoir. De toute façon, ils ne restaient pas ici. Pas dans la maison pour laquelle j'ai saigné, la maison que j'avais reconstruite à partir de zéro avec des mains qui connaissaient le prix de la loyauté. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, j'ai senti une paix s'installer sur moi, calme et stable. J'avais fini d'attendre des excuses qui ne viendraient jamais. J'avais fini de donner une deuxième chance aux gens qui ne les avaient jamais gagnés. J'avais fini d'être l'homme qu'elle avait laissé. J'étais l'homme qui avait survécu, et c'était suffisant. Dans le calme qui a suivi, j'ai récupéré le silence comme un homme trouvant sa propre voix pour la première fois. La maison était encore différente, mais pas vide. C'était un autre type de silence, qui ne portait pas le poids des mots non divisés ou la tension d'attendre des pas qui ne sont jamais arrivés. Ce silence était à moi. C'était le son d'une fermeture de chapitre. La ponctuation finale d'une histoire que j'avais dépassée. J'ai traversé chaque pièce avec un sens de l'objectif que je n'avais pas ressenti depuis des années. Chaque étape ressemblait à une déclaration. Je suis toujours là et maintenant je choisissais moi. J'ai commencé avec les boîtes, les siennes, pas les miennes. Je les ai empilées dans le salon comme un mur entre mon passé et mon avenir. Chaque boîte a été étiquetée dans ma propre écriture. Vêtements, chaussures, souvenirs, bibelots, même les choses de pépinière avaient été soigneusement pliées et emballées. Je les avais étiquetées aussi. Les choses de bébé sont retournées à Céline. Je n'avais rien laissé derrière, elle a s'accroché, pas de fin lâche pour qu'elle puisse utiliser comme effet de levier. Elle avait fait son choix, et maintenant j'avais fait le mien. Il n'y aurait pas de confusion sur l'endroit où nous nous tenions. Puis j'ai tourné mon attention vers la pépinière. L'odeur de poudre pour bébé et de peinture fraîche persistait toujours comme un fantôme de la vie que j'avais imaginée. J'ai ouvert le placard, les minuscules vêtements toujours sur leur cintre, les tags intacts. Le mobile au-dessus du berceau se balançait doucement, les étoiles en bois et les lunes tournant comme s'ils cherchaient une berceuse qui n'était jamais venue. J'ai ressenti un pan, quelque chose entre le chagrin et la libération. J'avais construit cette pièce avec l'espoir que ce serait un paradis pour la vie que nous avions créée ensemble. Mais maintenant, c'était comme une tombe pour un rêve qui ne m'appartenait jamais. J'ai commencé à boxer les choses. Des grenouillères, de minuscules chaussettes, la farcie nue avec un nœud papillon qu'elle avait insisté pour acheter avant même que le bébé ne soit réel. Chaque élément replié avec le même soin que j'avais utilisé pour construire le berceau. Chacun marqué d'une étiquette. Je ne voulais pas qu'elle dise que je lui ai volé quoi que ce soit ou au bébé. Je ne voulais pas qu'il y ait des doutes. Je voulais qu'elle voie que j'étais l'homme qui avait tout fait correctement. Même à la fin,
Chaque boîte que j'ai collée avait été fermée, avait envie de fermer une blessure. Je ne faisais pas de souvenirs. Je faisais des mensonges. Une fois que la pépinière a été dépouillée, je me suis assis sur le sol au milieu de cette pièce vide. Les murs, autrefois un verre doux, avaient maintenant l'air dur et stérile dans la lumière de l'après-midi. J'ai laissé le silence remplir l'espace, sentant les échos d'une vie que j'ai essayé si forte à construire. J'ai pensé à toutes les nuits où je m'assis dans ce balancement-chaise, imaginant le rire d'un bébé, une famille qui se sentait réelle. J'ai pensé à toutes les fois que j'avais prévu pour l'avenir sans réaliser qu'elle m'avait déjà enlevé. La douleur était là, crue et insistante, mais en dessous, c'était une clarté que je ne savais pas que j'avais besoin. Je ne lui ai plus de morceaux de moi. Je ne lui dois pas ses explications ou ses excuses. Je me devais la chance de recommencer. Je me suis levé et j'ai déménagé dans le placard. À l'intérieur, j'ai trouvé une boîte à chaussures de vieilles lettres. Ces lettres, notes qu'elle avait laissées sur le réfrigérateur, des cartes qu'elle m'avait données pour les anniversaires et les anniversaires. J'ai lu quelques lignes, chacune qui sonne maintenant là-haut, comme une chanson que j'avais entendue trop de fois pour croire. Tu es mon rocher. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. J'ai tellement de chance de t'avoir. Chaque phrase ressemblait à une coupe de papier. Petit mais piquant tout de même. J'ai remis les lettres dans la boîte, je l'ai scellée avec du ruban adhésif et je l'ai transportée au salon pour rejoindre les autres. Je la laisserai décider quoi faire de ces mots. Ils n'étaient plus à moi. À leur place, j'ai transformé la pépinière en bureau. J'ai porté dans l'ancien bureau de chêne depuis la chambre d'amis et je l'ai placé près de la fenêtre où la lumière du soleil s'écoulait comme une promesse. J'ai déballé mon ordinateur portable, mes fichiers, mes cahiers. J'ai rempli les étagères de mes livres. Certains sur le travail du bois, certains sur la finance, certains sur autre chose qu'à elle. Chaque élément qui allait sur ces étagères avait envie de récupérer un morceau de moi-même. J'ai accroché une petite horloge sur le mur et j'ai regardé la seconde main collée. Chaque mouvement a rappelé que le temps ne faisait que progresser, que je pouvais également avancer. J'ai ouvert un nouveau cahier et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre à elle, pas une liste de griefs, mais des plans. Rêves qui étaient à moi seul. Une liste de choses que j'avais suspendues pendant que j'avais été occupé à la tenir ensemble. J'ai écrit sur l'entreprise que j'avais toujours voulu commencer, les voyages que je n'ai jamais pris, les cours que je voulais suivre. J'ai écrit sur le père je voulais toujours être un jour. Peut-être pas maintenant, peut-être pas de bientôt, mais un jour. J'ai écrit sur le genre d'homme que je voulais être. Honnête, entier, sans peur du silence. Un homme qui ne se penchait pas pour s'adapter à l'idée de l'amour de quelqu'un d'autre. Un homme qui n'a pas accepté de bout d'affection juste pour avoir l'impression qu'il était important. Quand j'ai terminé, j'ai signé le bas de la page avec mon nom comme si je scellais un contrat avec moi-même. La signature de personne d'autre n'était nécessaire. L'approbation de personne d'autre. C'était ma vie maintenant, et j'ai arrêté d'attendre qu'elle me dise que c'était bien de le vivre. J'ai placé le cahier sur le bureau et pris une profonde inspiration, sentant que l'air remplir mes poumons d'une manière qu'il ne l'avait pas fait depuis des années. C'était comme le premier souffle honnête que j'avais pris depuis le jour où j'ai dit « je le fais ». J'ai laissé les boîtes près de la porte, empilées soigneusement avec une nouvelle enveloppe sur le dessus. Collectez vos affaires ou non. Quoi qu'il en soit, ce chapitre est fermé. Les mots se sentaient finaux, résolus, le genre de déclaration que je n'ai jamais eu courage à faire avant. Je n'avais pas besoin de sa réponse. Je n'avais pas besoin de sa permission. C'était mon histoire maintenant, et j'avais fini de la laisser écrire la fin. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, j'ai allumé une bougie dans mon nouveau bureau. La flamme scintillait, jetant des ombres qui dansaient sur les murs. Je les regardais brûler. Le léger chaud et régulier. Un symbole de l'homme que je deviendrais. Pas l'homme dont elle avait besoin, mais l'homme que j'avais toujours voulu être. Un homme qui avait finalement appris que certaines choses, certaines personnes n'étaient jamais censées rester et que le lâcher-prise n'abandonne pas. Ce fut la première étape pour redevenir entier. Elle est revenue seule cette fois. Pas de Bryce, juste elle. Elle se tenait à la porte comme une ombre d'une vie que je laissais derrière, serrant ses mains comme un enfant qui avait perdu son chemin à la maison. Je l'ai regardée depuis la fenêtre, la tête se pencha, ses cheveux tombant autour de son visage comme un rideau pour se cacher derrière. Pendant un moment, j'ai ressenti un scintillement de vieil instinct, je me précipite vers elle, demande ce qui était faux, tirez-la à l'intérieur et dites-lui que tout irait bien. Mais je n'ai pas bougé.
Je l'ai laissé se tenir là dans la lumière mourante, lui laisse posséder son silence pour la première fois. Quand j'ai finalement ouvert la porte, l'air du soir était froid sur ma peau, un rappel de la distance que j'avais construite entre nous. Elle leva les yeux rouges, ses lèvres tremblantes. Je me demandais si les larmes étaient réelles ou répétées. « Tu m'aimes toujours » chuchota-t-elle, sa voix si petite qu'elle aurait pu se casser si j'essayais de le tenir. Une question qui m'aurait autrefois écrasé. Maintenant, c'était comme le test final. Le dernier mensonge qu'elle voulait croire. Non, j'ai répondu honnêtement. Ma voix ne tremblait pas. Il ne s'est pas rattrapé dans ma gorge. Il existait, fort et sûr, comme un pont qui n'avait plus besoin de réparation. J'adore quelqu'un que je pensais. Les mots étaient propres, comme de l'eau passant sur de vieilles blessures. Je les laisse accrocher entre nous. Laissez-les couper aussi brusquement que son toast à la baby shower m'avait coupé. Elle détourne les yeux, une chasse de honte, ou peut-être regrettée, se croiser le visage. Je ne voulais pas dire que ça comme ça, a-t-elle dit, ses doigts hochant la tête, tournant la vérité comme une serviette qu'elle ne pouvait pas sécher. Tu le sais. C'était juste, elle s'arrêtait, à la recherche d'une excuse qui ferait disparaître tout cela. J'essayais juste que je ne sais pas remercier-le pour tout ce qu'il a fait. Je l'ai regardé, me souvenant chaque fois qu'elle l'avait salué, chaque fois qu'elle le défendait pendant que je me tenais en arrière-plan, le mari de l'espace réservé. Je sais, dis-je. C'est ce qui fait le plus mal. Parce qu'elle ne l'avait pas simplement remercié, elle l'avait élevé. Elle lui avait remis le titre du seul vrai père que son fils ne connaîtrait jamais. Comme si j'étais une note de bas de page dans son histoire. Comme si j'étais après coup, elle se contenterait de si son vrai héros ne se présentait pas. Elle cligna des yeux. Ses larmes tombent enfin, s'assombrissant le décolleté de son chemisier. Je me demandais s'ils étaient pour moi ou pour l'histoire qu'elle s'était racontée sur nous. Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça, a-t-elle dit, sa voix tremblant maintenant. Je n'ai jamais voulu te blesser, mais elle l'avait encore et encore. À chaque nuit, chaque message secret, chaque rire partagé avec lui qu'elle n'avait jamais partagé avec moi. À chaque instant, elle l'avait choisi sur moi. Je pouvais le voir dans la façon dont elle évitait mon regard maintenant. Comme si elle ne pouvait pas supporter le reflet de qui elle serait devenue. Et peut-être qu'elle ne pouvait pas. C'était peut-être sa punition de vivre avec le fait que je n'avais plus besoin de son pardon. Que je n'avais plus besoin d'elle pour me faire entier. Elle se rapprocha, les yeux cherchant la mienne pour une étincelle de l'homme qui l'aurait repris sans question. Je sais que j'ai foiré, chuchota-t-elle. Je sais que j'avais tort, mais je veux toujours que nous soyons une famille. Je veux toujours sa voix craquelée. Le dernier mot perdu dans le vent. J'ai secoué la tête, mon entreprise de résolution. Certaines choses. Autrefois brisées ne sont pas collées ensemble, ai-je dit. Surtout lorsque la colle est toujours unilatérale. Je n'avais pas besoin de ces excuses. Je n'avais pas besoin de ces explications. Je n'avais pas besoin d'être l'homme qui a porté sa culpabilité pour qu'elle n'ait pas à le faire. Ce chapitre était terminé. Elle regarda les boîtes empilées par la porte, ses affaires, ses souvenirs, les morceaux de la vie qu'elle avait choisis pour laisser derrière. Elle atteignit l'un d'eux, ses doigts brossant la bande, mais elle ne l'a pas soulevé. « Tu me détestes » demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. J'ai rencontré ses yeux. « Non, dis-je. Mais je ne t'aime pas non plus. Et c'est la différence. » Je pouvais revoir les larmes à nouveau, la réalisation qu'elle avait perdu quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer, quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Elle avait perdu l'homme qui serait resté. L'homme qui aurait pardonné. L'homme qui aurait reconstruit chaque pont cassé, peu importe le nombre de fois où elle l'avait mis en feu. Elle ne s'est pas excusée. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Certaines blessures n'ont pas besoin d'excuses. Certaines vérités sont seules. Elle hocha la tête une fois lentement, ses épaules s'affaissant comme le poids de ses choix l'avait finalement rattrapée. « D'accord, dit-elle. Je comprends, mais je n'en étais pas sûr. Je n'étais pas sûr qu'elle le ferait jamais. » Elle a ramassé une boîte, puis une autre, les empilant soigneusement comme si elle avait peur de déranger la poussière de ce que nous avions été. Elle n'a pas regardé en arrière alors qu'elle les transportait dans sa voiture, la même voiture que je l'avais aidée à choisir, celle que j'avais appris à conduire quand elle était trop nerveuse pour y aller seule. Chaque pas qu'elle faisait ressemblait à un dernier adieu. Le son de la fermeture du coffre était comme une porte qui claquait dans une maison que je restais déjà.
Quand elle est revenue pour la dernière boîte, elle s'arrêta à la porte, les yeux s'attardant sur l'espace qui avait été la nôtre. Je l'ai regardée. Mes bras ont traversé ma poitrine, ne ressentant aucune envie de l'aider, aucune envie de l'atteindre. Elle se tenait là comme elle voulait dire quelque chose, mais les mots ne sont pas venus. Et c'était peut-être pour le mieux, car parfois le silence est la seule réponse qui a du sens. Elle se tourna et partit, ses pas doux sur le porche que j'avais construit avec des mains qui avaient autrefois cru éternellement. Je ne l'ai pas regardée partir. Je n'en avais pas besoin. Je l'avais regardée partir 100 fois auparavant, et chaque regard qu'elle lui avait donné, et chaque mensonge qu'elle m'avait dit. C'était juste la première fois que je la laissais le faire sans que je me tienne à la porte, espérant qu'elle se retournerait. J'ai fermé la porte derrière elle et je me suis penché contre elle. Le calme de la maison s'installant autour de moi comme une couverture que j'avais gagnée. Les boîtes avaient disparu. Les mensonges avaient disparu. La femme que j'avais semée autrefois était également partie. Et dans cet espace vide, j'ai trouvé quelque chose que je ne savais pas que je manquais. Paix. Pas le genre fragile qui vient du compromis, mais le type robuste qui vient du choix de vous-même. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'attendre qu'elle revienne. Je n'avais pas l'impression de retenir mon souffle. Je me sentais comme un homme debout sur un sol solide, prêt à construire une vie qui ne dépendait des choix de personne d'autre que le mien. J'ai éteint la lumière du porche, verrouillé la porte et retourné dans la maison qui ressemblait à nouveau à la mienne. Chaque étape était une promesse pour moi. Chaque souffle rappelait que j'avais survécu, et c'était suffisant. Le berceau que j'avais sculpté pour notre fils était toujours assis dans l'atelier, un témoignage silencieux de tout ce à quoi j'avais cru autrefois. Je n'avais pas prévu de le terminer, mais le lendemain de son départ pour de bon, je me suis retrouvé attiré dessus comme un aimant. La pièce sentait de la sueur et du vieux vernis, le parfum réconfortant dans sa familiarité. J'ai passé ma main sur le bois brut, ressentant chaque rainure et imperfection, les endroits où je voulais lisser pour perfectionner. Mais maintenant je ne me suis pas dérangé. Je laisse les bords rester tranchants. Les coins restent rugueux. Je voulais que ce soit honnête, inachevé, tout comme la vie qu'il était censé tenir. J'ai travaillé dessus pendant des heures. Le soleil de l'après-midi s'allume par les fenêtres, attrapant la poussière flottante comme de minuscules étoiles. Chaque coup de papier de verre était une conversation avec l'homme que j'avais été. L'homme qui avait cru à jamais, l'homme qui lui faisait confiance sans aucun doute. Cet homme avait sculpté chaque centimètre de ce berceau avec amour, avec espoir, avec la conviction qu'il tiendrait quelque chose de plus qu'un enfant. Il tiendrait une promesse. Mais les promesses étaient fragiles. Les promesses étaient plus faciles à briser que le bois. Je n'ai pas mis son nom dessus. Je n'ai pas non plus fouillé le nom de notre fils. J'avais toujours pensé peindre son nom dans de grandes lettres brillantes, une fière déclaration de la famille que nous avions construite. Mais maintenant, c'était mal, comme si ce serait un mensonge. Parce que cette famille, celle que je pensais avoir eue, avait été construite sur du sable, emportée au moment où elle a levé ce verre à Bryce et l'a grillé comme le seul vrai père que son fils connaîtrait jamais. J'avais été l'homme avec le marteau et les ongles, l'homme avec les rêves, mais pas l'homme qu'elle voulait. Et maintenant, chaque balançoire du maillet, chaque marque de ciseaux avait envie de récupérer les parties de moi que j'avais données. Mon ami André s'est arrêté à la fin de l'après-midi. Je l'avais connu depuis l'université, à l'époque où nous étions tous les deux trop jeunes et trop pleins de nous-mêmes pour imaginer que la vie pourrait faire mal de cette façon. Il a appelé plus tôt, m'a demandé si j'allais bien, et je lui ai dit que je l'étais, mais il est venu quand même. André a toujours su quand un homme avait besoin de quelqu'un, même s'il ne l'a pas dit à haute voix. Il est entré dans l'atelier sans frapper, ses yeux balayant la pièce comme s'il faisait un inventaire de ma douleur. Il était le seul à ne pas m'avoir envoyé un texto avec des platitudes vides. Il était le seul à savoir que parfois vous avez juste besoin de quelqu'un pour vous tenir à côté de vous pendant que vous le découvrez vous-même. Il se tenait près du berceau, ses mains dans ses poches, son regard stable. « Pour votre fils » a-t-il demandé, sa voix basse. Le genre de ton que les hommes utilisent quand ils ont peur que les mauvais mots puissent vous briser. Je ne l'ai pas regardé au début. J'ai juste continué à poncer, mes mains se déplaçant dans des cercles lents et délibérés. Enfin, j'ai hoché la tête, mais la réponse était plus compliquée que ça. Dans le berceau, les bords inachevés, le chemin qui a toujours eu la forme de mes mains. Mur en or et en gris. Parlait, sa voix stable. Vous ne lui devez pas une putain de chose, a-t-il dit. Vous ne lui devez pas non plus,
mais vous devez la possibilité de recommencer. Ne laissez pas ce berceau être la fin de l'histoire. Il m'a applaudi sur l'épaule, solide et chaleureux. Et dans ce simple geste, j'ai senti un morceau de moi se remettre ensemble. La partie qui se souvenait de qui j'étais avant elle, avant les mensonges, avant le toast qui a tout mis fin. J'ai regardé le berceau, la façon dont il se balançait légèrement sur le sol inégal. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas poli, mais c'était le mien. Chaque centimètre apportait l'histoire de l'homme qui avait cru en une famille qui avait donné tout ce qu'il avait pour la construire. Et même si la famille n'a pas duré, l'homme qui l'a construit l'a fait. J'étais toujours là. J'étais toujours debout et cela devait compter pour quelque chose. André est parti après un certain temps, promettant de revenir pour me vérifier. Je savais qu'il le ferait. Il était ce genre d'ami, le genre qui se présente quand tout le monde s'estompe en arrière-plan. Après son départ, je me suis assis sur le tabouret d'atelier et j'ai regardé le berceau. Je laisse les souvenirs venir. Les nuits que j'avais passées à tracer la conception sur papier. L'après-midi que j'avais passé à choisir le bois parfait. Les soirées que j'avais tenues dans cette pépinière avec un sourire sur mon visage imaginant le rire d'un bébé. Ces souvenirs ne faisaient pas autant de mal maintenant. Ils se sentaient comme de vieilles cicatrices, des rappels de qui j'avais été, de l'homme que j'avais combattu si fort pour être, l'homme qui avait construit quelque chose de ses propres mains. Même si cela ne tenait jamais ce qu'il était censé, je me suis levé et j'ai passé ma main sur le berceau une dernière fois. Je n'avais pas besoin de le terminer. Je n'avais pas besoin de le poncer lisse ou de le peindre en bleu ou d'écrire un nom dessus. C'était suffisant que je l'ai construit. C'était suffisant pour que j'ai essayé. Le reste était hors de mes mains. Je l'ai porté vers le mur éloigné et je l'ai déposé doucement. Il se balança une fois, puis s'installa. J'ai ressenti un étrange sentiment de fermeture dans ce mouvement, comme le bref final d'une histoire qui n'avait pas besoin d'une fin. Alors que je quittais l'atelier, l'air nocturne s'est enroulé autour de moi, frais et stable. J'ai ressenti le poids du silence que j'avais gagné, l'espace pour lequel je me suis battu. Ce n'était pas l'avenir que j'avais imaginé, mais c'était honnête. C'était réel, et c'était le mien. J'ai éteint la lumière, l'atelier s'estompe dans l'obscurité derrière moi. Le berceau se tenait là, un témoignage de l'homme qui n'avait jamais cessé d'essayer. L'homme qui a appris que parfois les choses les plus importantes que vous construisez sont celles qui vous rappellent qui vous êtes, même si personne d'autre ne les voit jamais. Les 30 jours passés sans appel téléphonique, sans SMS, sans mendicité, juste silence. C'était un silence que j'avais envie pendant des années, un calme que j'avais toujours confondu avec le vide. Mais maintenant, c'était comme la liberté. La maison ne se sentait plus hantée. C'était propre, aéré, vivant d'une manière qu'il ne l'avait pas fait depuis le jour où elle a transformé notre mariage en un jeu de scène et a remis l'arc final à Bryce. Je me tenais près de la fenêtre ce matin-là, une tasse de café à la main, la vapeur s'élevant comme une promesse que les choses pourraient recommencer. Le soleil se couchait à travers la clôture que j'avais réparée seule, sa lumière s'étendant sur la cour comme une bénédiction. J'ai pensé à ce toast. Comment ces paroles avaient atterri comme une bombe. Comment personne ne m'avait regardé. Comment je suis sorti inaperçu. J'ai pensé à la nuit où je me servais dans la pépinière, en rédigeant cette lettre qui la couperait de la maison et de ma vie pour de bon. J'ai pensé à chaque boîte que j'avais étiquetée, à chaque angle que j'avais battu, à chaque compte que j'avais fermé. Et j'ai réalisé quelque chose. J'avais passé tellement de temps à m'inquiéter pour elle, à ce qu'elle voulait, à ce que je n'étais pas pour elle, que j'avais oublié de demander ce que j'étais pour moi. J'avais été l'homme qui a toujours dit oui. Oui aux appels téléphoniques de fin de soirée. Oui pour l'aider avec Bryce. Oui à être le joueur de fond sous ses projecteurs. Mais maintenant, j'étais l'homme qui a finalement dit non. Et cela a fait toute la différence. Je sirotais mon café lentement, sentant la chaleur s'infiltrer dans ma poitrine dans l'endroit qui avait eu froid pendant si longtemps. Le goût était riche, honnête, comme chaque choix que j'avais fait depuis le jour où elle est sortie. La maison était différente maintenant. L'écho de ses pas avait disparu. L'air était nouveau, comme s'il avait été nettoyé de son parfum, son rire, le fantôme de ses excuses. J'avais repeint la pépinière, transformée en un bureau où je pouvais respirer. Le berceau que j'avais construit était assis dans le coin de l'atelier, inachevé et parfait dans son imperfection, un rappel que parfois les choses ne se passaient pas comme vous l'aviez prévu. Et c'était bien, parce que certaines choses n'étaient pas censées être terminées. Certaines choses étaient destinées à vous apprendre à lâcher prise.
Les amis qui étaient restés dans ma vie, comme André, avaient envoyé un texto de temps en temps si je voulais sortir prendre un verre ou venir pour une soirée de match. J'avais dit oui à quelques reprises et j'en connaissais quelques autres. J'apprenais que c'était normal de choisir moi-même. Que le monde ne s'est pas terminé si j'ai décidé que je ne voulais pas en parler. Que le monde ne s'est pas terminé si j'ai décidé que je ne voulais pas partager chaque détail de ma douleur. Que le monde ne s'est pas terminé si je choisissais le silence plutôt que l'explication. Je pose la tasse vide et je me suis tenu à la fenêtre, en regardant la lumière se déplacer sur la cour. La clôture que j'avais réparée, celle qu'elle voulait que je peins du blanc, mais j'avais choisi du bois naturel à la place, était debout et droit. Il avait l'air plus fort que jamais. Je me sentais aussi comme ça. Plus fort, entier, non pas parce que j'avais gagné une certaine bataille, mais parce que j'avais cessé de me battre pour quelque chose qui n'a jamais été le mien. Je pensais parfois à elle, où elle pourrait être, ce qu'elle pourrait faire. Je me demandais si elle était avec Bryce maintenant, vivant la vie qu'elle avait si publiquement affirmé qu'elle voulait. Mais cela n'avait pas d'importance parce que je n'étais pas là. Et c'était suffisant. J'étais ici dans la maison que j'ai construite, entouré des choix que je faisais pour moi. Je n'avais pas besoin d'elle pour me voir. Je n'avais pas besoin d'elle pour comprendre. Je n'avais pas du tout besoin d'elle. Je me détournai de la fenêtre et pris une profonde inspiration. La maison se sentait à nouveau comme la mienne. Chaque pièce un espace que j'avais gagné avec chaque larme que j'avais versée, chaque mensonge que j'avais découvert, chaque vérité que j'avais finalement appris à dire. J'avais été l'homme qui a toujours dit oui, l'homme qui se mordit en deux pour s'adapter à son moule. Mais maintenant, j'étais l'homme qui a finalement dit non. Et en cela non, j'ai trouvé un morceau qui avait le goût de la liberté. J'ai trouvé l'homme que j'étais toujours censé être. Et c'était suffisant.